la connaissance, la transmission, l'échange des emplois, des compétences. Je vais pouvoir me créer un réseau professionnel pour avoir un esprit critique. Bonjour Pierre Lévy. Bonjour. Vous occupez la chaire de recherche sur l'intelligence collective à l'Université d'Ottawa. Oui. Vous venez d'intervenir dans la conférence d'ouverture des journées du e-learning de Lyon 3 et vous y avez développé l'idée selon laquelle l'intelligence collective ne peut selon vous se développer qu'à la condition d'avoir préalablement développé une intelligence personnelle et surtout une intelligence critique des sources. Pouvez-vous nous expliquer? Oui. Eh bien, quand on parle d'intelligence collective aujourd'hui, on veut généralement parler des processus de collaboration qui se font sur Internet. En particulier des mémoires collectives qui peuvent se construire dans ces processus de collaboration ou d'apprentissage. Bon. Or, cela suppose que les gens qui participent à ces communautés fonctionnant en intelligence collective soient capables de sélectionner des données qui soient pertinentes, qui soient fiables, et également qu'elles soient capables de développer un point de vue critique sur les données en question. Bon. Si on n'a pas ces compétences de base, eh bien, on va être perdu dans les flots océaniques de données que l'on peut trouver sur les réseaux sociaux et on ne va pas savoir sélectionner les données intéressantes ou pertinentes pour les choses que l'on veut apprendre. Donc c'est vraiment une condition sine qua non, je dirais. Parce qu'en fin de compte, ce sont les individus qui vont être amenés à sélectionner les données en question, à les catégoriser et à les évaluer. Dans le modèle, disons, antérieur, dans le modèle industriel de la formation ou de l'éducation, il y avait le professeur ou l'éditeur ou le rédacteur en chef qui décidait quelles étaient les informations pertinentes ou vraies ou importantes et puis qui mettait de côté ce qu'il ne fallait pas considérer. Bon. Aujourd'hui, tout le monde est capable d'écrire, tout le monde est capable de lire, tout le monde est capable de critiquer, tout le monde est capable d'évaluer. Donc, il n'y a plus d'autorité transcendante. Alors, il faut être capable de se débrouiller dans un univers où il n'y a plus d'autorité transcendante en matière de connaissances. Mais ça suppose que les individus, en fait, soient très bien formés et qu'ils aient des compétences qui leur permettent, enfin, disons, tout ce qu'il faut pour mettre en œuvre un véritable esprit critique. Et cette intelligence-là, personnelle, l'intelligence, esprit critique, on la forme quand et comment? Alors, le plus tôt serait le mieux, d'accord? Moi, je pense qu'on peut apprendre de plus en plus tout seul, dans une démarche d'auto-apprentissage. On peut apprendre de plus en plus collaborativement, dans des groupes. D'ailleurs, c'est bien connu qu'il y a une dimension sociale de l'apprentissage qui est très importante. Mais ceci dit, il me semble que ça devient aujourd'hui le rôle principal de l'école, de la formation initiale, de développer cet esprit critique. Non pas d'enseigner des informations, mais de donner des principes fondamentaux qui permettent aux gens de s'orienter. Voilà. Vous avez évoqué l'émergence du mode de communication stigmergique, bien connu chez les fourmis. Vous aviez un auditoire qui semblait découvrir le mot. Oui, c'est ça. Alors, la communication stigmergique, c'est au fond une communication indirecte par l'intermédiaire d'un environnement commun. Quand les fourmis se transmettent des informations, ce n'est pas sur le mode du dialogue, où on se touche les antennes comme ça. Les informations importantes pour les fourmis, c'est principalement où se trouve la nourriture qui est utile pour la fourmilière. Donc, quand une fourmi trouve une bonne source de nourriture, elle en prend un petit peu, elle ramène à la fourmilière. Et
elle laisse derrière elle une trace de phéromones. D'accord ? Et donc les autres fourmis, si elles viennent à croiser cette trace, elles vont la remonter, trouver la nourriture et la ramener à la fourmilière et elles vont augmenter la trace de phéromones. Donc en fait, c'est en transformant leur environnement commun que les fourmis communiquent entre elles sur les choses qui sont importantes de leur point de vue. Bon. Eh bien, c'est un peu la même chose qui se passe sur le web. C'est-à-dire que nous, chaque fois qu'on fait un like, chaque fois qu'on crée un lien sur son blog, chaque fois qu'on achète un livre sur Amazon, chaque fois qu'on met un hashtag quelque part, eh bien, on contribue à transformer la mémoire collective, à transformer la structure de connexion de la mémoire collective. Et comme tout le monde le fait et que chacun réagit à partir de la nouvelle mémoire, c'est dans cette mémoire dynamique que chacun interagit. Donc ça crée un mouvement dynamique dans lequel certaines données remontent, d'autres disparaissent, etc. Et cela en plus en fonction des réseaux à l'intérieur desquels on est en train de naviguer. Donc en réalité, c'est comme ça que nous communiquons au fond, même si parfois on a l'impression qu'on s'envoie des emails ou on s'envoie des petits messages sur Facebook. Mais c'est une forme de... Disons que cette forme de communication, certes, reste importante, le dialogue d'individu à individu, mais maintenant, la communication la plus importante, c'est celle qui se fait en transformant la structure de la mémoire collective. Cette transformation se fait par un mode de communication qui utilise les algorithmes. En d'autres termes, Absolument. Ce sont les algorithmes qui permettent cette émergence. Absolument, ce sont les algorithmes, parce que quand vous faites un like, eh bien, il y a un algorithme qui va compter le nombre de likes sur telle donnée, dans tel contexte, etc., qui va mettre cette action que vous avez faite en relation avec le réseau social auquel vous participez. Donc, ça peut être des calculs extrêmement complexes. Par exemple, sur Facebook, si vous êtes amis entre guillemets, avec un très grand nombre de personnes, la plupart du temps, vous ne voyez pas tout ce que les gens postent. C'est en fonction en fait, non pas d'un algorithme, mais d'une série d'algorithmes que vous voyez apparaître un certain nombre d'informations sur votre fil. N'est-ce pas ? Donc, ce que vous voyez est déterminé par des algorithmes et par vos actions, parce que ce n'est pas seulement les algorithmes, c'est les données. Hein. Alors les algorithmes sont faits par, je ne sais pas moi, les gens de Google ou les gens de Amazon ou les gens de Facebook ou de Twitter, mais les données, c'est vous qui les fournissez. Donc vous avez une responsabilité très importante dans la reconfiguration dynamique de la mémoire. Surtout si vous avez une petite idée de la façon dont ces algorithmes fonctionnent. Justement, est-il nécessaire de mieux appréhender la façon dont ces algorithmes maîtrisent, organisent, font émerger ce mode de communication ? Je pense que oui. Je pense qu'il est très important de s'en rendre compte. Bon, je vous donne un exemple très simple. Bon, moi, j'utilise Facebook dans mon enseignement. Et donc, en particulier des groupes Facebook auxquels je vais participer mes classes. Bon, pas seulement, j'utilise plein de médias sociaux, mais c'est bon prendre un exemple. Et j'ai remarqué que j'avais des publicités qui étaient en rapport avec mes orientations religieuses, politiques, etc. Et que donc, tous les étudiants et les étudiantes pouvaient voir ça. Donc là, je me suis dit, bon, c'est pas compliqué, ces algorithmes, ils doivent fonctionner au like. Donc j'ai déliké toutes les pages à connotation, disons, religieuse, politique, opinion, etc. Tout ce que je ne voulais pas que mes étudiants voient. Et j'ai fait très attention à liker, au contraire, des informations plutôt neutres, plutôt sympathiques, plutôt, disons, qui avaient rapport avec la connaissance, avec l'apprentissage, etc. Ben, ça a très bien marché. Au bout d'une semaine, j'avais les publicités que je voulais. Donc je suis parfaitement capable, en réalité, de contrôler, même si je ne suis pas allé voir le détail des modèles sur lesquels fonctionnent les algorithmes de Facebook, mais ce n'est pas si difficile à comprendre. En d'autres termes, il faut une bonne intelligence personnelle
pour décoder l'intelligence des algorithmes, Oui. pour nous permettre de rentrer dans une intelligence collective? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'intelligence collective n'est pas du tout le contraire de l'intelligence personnelle. L'intelligence collective émerge des intelligences personnelles. C'est-à-dire que plus vous êtes capable individuellement de discriminer, de repérer ce qui est pertinent, d'éliminer ce qui n'est pas fiable, etc., et plus les équipes collaboratives auxquelles vous allez participer vont en bénéficier, c'est évident. D'accord ? Bon. D'un autre côté, votre intelligence personnelle aussi, elle émerge de votre formation, des langues que vous avez apprises, de ce que vous avez appris là, donc aussi d'une tradition collective. C'est quelque chose de dialectique, n'est-ce pas? Mais il ne faut absolument pas opposer l'un et l'autre. Je dirais que le contraire de l'intelligence collective, c'est pas du tout, contrairement à ce que certains croient un peu facilement, c'est pas du tout la bêtise collective, parce qu'évidemment c'est très facile de se moquer de la bêtise collective sur Internet. Non, le contraire de l'intelligence collective, c'est l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, quel est le meilleur usage possible de ces nouveaux outils? Est-ce que c'est de rendre les machines plus intelligentes que les êtres humains, ou est-ce que c'est de rendre les êtres humains plus intelligents? Enfin, disons, d'augmenter leur capacité cognitive. Pour moi, la réponse ne fait aucun doute. Merci beaucoup, Pierre Lévy. Merci, vous aussi.